La Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 bat déjà son plein de l'autre côté du Maroc et des 24 nations qui participent à cette édition ont déjà joué leur tout premier match et nous avons eu quand même des confirmations côté favoris mais également des surprises sur ce plateau. Je suis déjà entouré de mes consultants sportifs. Bertrand Brun, bonsoir. Bonsoir Modeste. C'est Atemi, bonsoir. Bonsoir Modeste. Et tout de suite, chers amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, on commence cette émission déjà par cette rencontre entre la RDC et le Bénin, bien sûr. Une rencontre qui a vu les Guépards couper les chines face à cette formation, mais quand même, tout au long de la rencontre, on a senti quand même des Guépards qui sont déterminés. Bertrand Brun, quelles sont déjà vos impressions par rapport à cette rencontre livrée par les Guépards? Une très belle impression. Je suis très fier des Guépards qui ont livré un match vraiment solide sur tous les plans. Malgré la défaite, c'est ça? Malgré la défaite, parce que les statistiques nous le prouvent. Et c'est vrai qu'ils ont tiré 11 tirs contre la RD Congo. Mais jusqu'au niveau de la possession, le Bénin a pu tenir malgré l'absence de ces 5 cadres leaders. Le Bénin a montré que sur la profondeur de son banc de touche, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qu'on a vu et personne n'imaginait que nous pouvons perdre ce match avec un but d'écart. Sinon, vraiment, je salue l'ensemble des Guépards, surtout une autre spéciale à Dodo Doku, qui a fait un match Tony Truant, bien sûr, sans oublier Momoni et Orotamino, qui ont vraiment montré qu'ils sont vraiment venus pour hisser haut le drapeau béninois autour de cette CAN. Quand même, cet Atemi, un paradoxe, hein? Une défaite et puis on se dit qu'on est fier de la prestation de cette équipe. Vous, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous aussi, vous partagez cette fierté de Bertrand Brun? Mes impressions sont d'abord positives, compte tenu du rendement, compte tenu de la production de jeu de l'équipe béninoise, compte tenu de la discipline qu'ils ont observée sur un point de vue tactique. Mes impressions sont bonnes. Et elles sont négatives seulement par rapport aux résultats, parce que quand on produit un si beau jeu, on mérite de pouvoir gagner. Et puis le Bénin a eu quelques petites occasions de pouvoir remporter ce match, revenir et score et même pouvoir remporter ce match. Mais ce n'est pas arrivé parce que devant, il n'y avait pas le tueur qu'il fallait. Il n'y avait pas ce véritable Guépard-là qui pouvait arracher la gorge de l'adversaire et pouvoir l'éliminer tranquillement. Et ça nous a joué des tours. Donc au final, on a perdu ce match. Déçu également à cause de quelques petits problèmes qu'il y a eu au niveau, je dirais, technique dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne voudrais pas revenir de façon polémique. Vous voulez évoquer la VAR qui a cessé de fonctionner la VAR quelques minutes. Exactement, de façon répétitive dans cette rencontre-là. Et sur seulement le... Et au pire moment, exactement. On va dire. Quand on parle du Bénin. Au pire moment, parce que sur une action de jeu qui vient d'un corner, si je ne me trompe, il y a eu le ballon qui a été touché de la main par Chancel Mbemba dans la surface de réparation. Et dans ce cas de figure, il y a pénalty, puisque le geste de la main n'était pas du tout naturel. Donc, malheureusement, à ce moment précis, la VAR avait des problèmes. Oui. Et on remarquait également que la Brique avait de véritables problèmes de communication avec avec l'équipe de la VAR, au point où il a été obligé de changer son transmetteur. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il faut pouvoir rester concentré sur la rencontre du début jusqu'à la fin, parce que je ne sais pas si on observe bien, quand on regarde seulement sur le but que nous avons encaissé, j'ai comme l'impression, et je pense que mon impression doit pouvoir être justifiée et partagée par beaucoup, que nous avons manqué de concentration. Donc il y a eu une petite erreur de concentration, parce que c'est un niveau supérieur, c'est un très grand niveau. Quand vous êtes dans ce genre de stade, vous entendez du bruit, vous entendez des voix qui viennent de partout. Il faut pouvoir rester dans son match, rester concentré du début jusqu'à la fin pour pouvoir faire un beau match sans faute, parce qu'à ce niveau de compétition, quand on fait une faute, ça paye cash. Et la preuve, elle est là, quoi. Nous avons perdu ce match. Bertrand, vous qui appréciez tout à l'heure la prestation des Guépards,
Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au point où on n'est même pas parvenu à faire un nul et on est reparti avec cette défaite-là qui entache un peu la Qu'est-ce qui n'a prestation. pas marché? Comme on se disait tout à l'heure, je pense que c'est l'attaquant congolais qui a dû souffler à notre défenseur Johan Roche que de laisser que c'est bon, qu'il peut gérer et tout. Et là, il a dû courber la tête pour que le ballon passe. Et à ces grands rendez-vous, il aurait pu têter ce ballon-là juste pour revenir à son adversaire ou à son coéquipier pour dire « Ah, tu avais dit ci et ça c'est des choses qui se corrigent, mais à la CAN, ce sont des erreurs qui ne se pardonnent pas. » Et en plus de ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'attaque n'a pas fonctionné comme cela se devrait. Et nous avons vu Doto Doku qui a fait beaucoup d'efforts sur tous les plans, sur la discipline tactique, technique. C'est quelque chose, c'est le tueur qui a manqué. C'est le tueur qui a manqué. Et aussi, au niveau du milieu, nous avons vu la présence des guépards qui fait trembler parfois les léopards. Donc, ce qui n'a pas marché, je pense que c'est notre attaque et juste des erreurs défensives que le coach doit corriger pour que nous soyons au point comme on le dit. Mais l'erreur dont vous évoquez tout à l'heure, où l'attaquant congolais a soufflé, en tout cas, aurait soufflé parce qu'on n'a aucune certitude de cette affirmation, de laisser que c'est bon. Est-ce qu'en tant que défenseur en tout cas de cette calibre-là, est-ce qu'il ne faudrait pas s'assurer d'abord que c'est bien? Parce que la chose se passe même dans des tournois, en tout cas les moins relevés que ça, où l'attaquant peut te tromper à tout moment, se faisant passer soit pour l'un de tes coéquipiers ou bien même ton gardien, et toi tu ne regardes, tu n'analyses rien de tout ça, et puis tu laisses la balle passer. Modeste, un professionnel. Nous sommes à la CAN et c'est quelques secondes, à peine 1-2 secondes, et il n'a pas le temps de consulter son coéquipier pour demander quoi que ce soit. Non, pas consulter. Est-ce que à sa position, ce que vous dites, je le comprends parfaitement. Oui. On est d'accord, on est à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la compétition la plus relevée de l'Afrique. Oui. On est d'accord, on est dans une compétition où le niveau est totalement supérieur. On est d'accord, il faut avoir de la familiarité avec les voix de ses partenaires. Mais quand vous êtes comme ce stade-là, et que vous entendez les bruits qui viennent de partout, en fait, le temps de décision, c'est une tierce en fait. Ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de pouvoir réfléchir à tout ce à quoi vous êtes en train de réfléchir. Je suis sûr qu'actuellement, et j'espère que ça lui est passé, Johan serait encore en train d'avoir du remords par rapport à ce geste-là qu'il a fait. Dieu merci, il s'est ressaisi dans la suite parce du que match. c'est une manque de concentration. Exactement. Parce s'il était concentré, il n'allait même pas se focaliser sur la voie forcément. Parce que la défense, vous devrez aussi, comme on le dit, veiller aussi à l'alignement de votre défense. Oui, et vous savez déjà qui est derrière vous. Tu sais quoi? Roche suivait le départ du ballon. Depuis la défense congolaise, il suivait le ballon. Il n'a pas fait attention, c'est là où j'approuve votre positionnement de ses partenaires. Il n'a pas vu le départ du joueur congolais. Mais beaucoup plus focalisé sur le ballon. S'il avait vu le départ du joueur congolais, il aurait pu têter avant de venir s'assurer. Et là, tout le monde peut faire ces genres d'erreurs. On pourrait dire que pour Roche, je ne le défends pas, je ne défends pas cette attitude, mais on pourrait dire que pour Roche, sur cette action de jeu, vous voyez Boganda qui fait un appel pas du tout vertical, il fait un appel horizontal, il quitte son côté droit pour venir dans l'axe. Vous voyez, c'est un appel totalement horizontal pour ne pas dire... les lignes. Exactement, pour ne pas dire diagonale, et qui se retrouve derrière Johan Roche, qui malheureusement fait ce geste qui permet à Boganda de récupérer facilement le ballon et de pouvoir marquer. Mais il faut dire que dans ce genre de compétition, ces décisions se prennent rapidement. Et puis une dernière chose que j'observerai, c'est que, vous savez, on a dernièrement vu Johan Roche évoluer sur le flanc gauche de la défense, donc en tant que latéral gauche. C'est la première fois, si mes souvenirs sont bons, que je vois un axe, la charnière centrale de la défense occupée par Olivier Verdon et Johan Roche. Donc il n'y a peut-être pas encore cette affinité, cette fluidité, cette communication
cette facilité à pouvoir s'entendre, se retrouver, même quand on a les yeux fermés et même les oreilles bouchées entre les deux hommes. Donc, il va falloir être patient si on veut continuer à expérimenter cette charnière centrale-là. Parce que pour moi, au final, pour le reste du match, ça a quand même bien marché, ça a quand même bien fonctionné. Il y a eu une erreur, on a payé cette erreur cash. Je pense que le plus important serait de pouvoir oublier ça et de pouvoir se focaliser, se concentrer sur ce qu'il reste à faire, sans vouloir changer de thématique, bien sûr. Oui, et ce qui reste, on aborde rapidement là-dessus aussi, ce qui reste à faire, c'est déjà le match de demain face au Botswana et qu'ils nous souviennent, il y aura le retour des titulaires qui étaient sous suspension. Oui. Est-ce qu'avec ces retours, on peut espérer faire mieux face au Botswana? Si ces retours ou ces personnes qui reviennent, qui avaient été suspendues, reviennent avec, premièrement, la même discipline que nous avons observée au niveau de l'équipe qui a joué contre le Congo, si ces personnes reviennent avec l'envie de pouvoir se rattraper, de n'avoir pas été là pour soutenir leur coéquipier pour le match, le premier match qui a été perdu, alors ça veut dire que nous avons deux grandes forces, deux avantages qui vont nous permettre de pouvoir gagner ce match. Et donc, si on prend un point de vue disciplinaire, si on prend un point de vue de volonté, de détermination, ils veulent gagner et qu'ils vont pour gagner, on gagnera ce match et on le gagnera beaucoup plus facilement qu'on est en train de pouvoir l'espérer. Alors, Bertrand, sur la même question, est-ce que le retour des titulaires peut en tout cas apporter un plus pour les Guépards? Bien sûr, c'est un atout pour le coach d'expérimenter, d'utiliser ces genres de joueurs qui étaient à la touche. Et voilà, Dandjinou qui va reprendre sa place forcément. Le capitaine Steve Mounier qui nous a manqué dans cette prestation que nous avons livrée avec le Congo. Et pourquoi pas Junior Olaitan pour faire les dernières passes. Donc pour moi, les trois entrées sont vraiment très capitales pour notre équipe pour pouvoir, pourquoi pas corser l'attaque et mettre autant de buts comme on le dit. Mais attention, il faut rester fidèle aux consignes du coach pour pouvoir rester dans ce match et gagner. Pourquoi pas pour la première fois? Parce que nous ne devons pas oublier, ça fait déjà 15 matchs qu'on a joué pour la CAN de 2004 à 2026. On a fait, c'est notre 5e participation, ça fait déjà 15 matchs. Le public a soif de cette victoire-là et c'est le moment propice au coach d'utiliser ces cadres qui n'étaient pas au premier rendez-vous pour pouvoir nous donner, pourquoi pas, la première victoire avec un bon goal différentiel. Et puisque vous parlez du consigne du coach, nous avons vu quand même un Gernot Rohr qui a mis en place un système de jeu face au Congo. Au Congo qui a bien marché, c'est le 4-2-3-1. Est-ce que reconduire ce même système serait l'idéal face au Botswana ou est-ce qu'il faut changer un tout petit peu? Je pense que non, parce qu'il a fait les 4-2-3-1 à cause de l'adversaire en face, à cause de cette attaque solide que la RDC a. Je pense qu'il ne peut pas reconduire ce 4-2-3-1. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le moment de corser l'attaque et pourquoi pas le milieu. Pourquoi pas revenir en ces 4-4-2? Parce que nous avons besoin de marquer, nous avons besoin de mettre de buts pour pouvoir rentrer dans cette compétition. Sinon, pour moi, c'est comme la première finale que nous jouons avec le Botswana, parce que le Botswana a déjà eu une première défaite. Oui. Avec, les deux équipes qui jouent ont tous perdu déjà. Donc il premier match. Il faudra forcément corser l'attaque et pourquoi pas le milieu pour mieux récupérer les ballons et nourrir les attaques et pourquoi pas faire des relances à notre capitaine Sivouné qui est très bon sur les coups de tête. Je ne pense pas qu'il doit reconduire ces 4-2-3-1 parce que vraiment nous avons besoin de scorer. Alors, nous avons besoin de scorer et l'autre... Oui, si vous voulez répondre par rapport... Sur la question, en attendant que vous en envoyez une autre, moi j'ai bien aimé ce système de jeu. Il a bien fonctionné. Et je pense que si l'équipe qui sera alignée demain peut travailler par rapport à ça, ce serait bien. Parce que je vous fais observer une chose. Dans ce système de 4-2-3-1, on a eu beaucoup de variations.
D'accord? Vous observez l'équipe, parfois on se retrouvait avec un système avec un 3-5-2, on se retrouvait parfois avec un 4-4-2, on se retrouvait parfois même avec un 4-1-4-1. Donc il y avait des variations compte tenu de la façon dont les choses se présentaient. C'est vrai également qu'on a joué avec une équipe de la République démocratique du Congo qui est réputée être bon en milieu de terrain et également en défense, mais principalement en milieu de terrain. Mais quand vous observez le match que nous avons eu face au Léopard, vous vous rendez compte que sur la bataille du milieu, ce sont les Guépards qui l'ont emporté. Et donc, il fallait pouvoir trouver la solution par rapport au match face au Léopard. La solution a été trouvée, on n'a pas pu scorer. C'est vrai que pour le match face au Botswana, il est impératif pour nous, non pas seulement de scorer, mais de pouvoir gagner. Donc, il est impératif pour nous de pouvoir prendre ces 3 points historiques dans une compétition de Coupe d'Afrique des Nations. On croise les doigts pour ça, on est dans l'espérance pour ça, mais il faudrait travailler, premièrement, disciplinairement, et de sorte à ce que ça puisse marcher, donc forcément tactiquement, et deuxièmement sur un point de vue émotionnel. C'est vrai qu'on les veut, c'est vrai qu'il faut travailler, qu'il faut se battre pour pouvoir les avoir, mais il faut rester concentré. Il est important de pouvoir garder les pieds sur terre tout en étant en train de rêver. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce système parce qu'il a été très plaisant, il a été très bien étudié, il a été très bien appliqué par les joueurs qui étaient là. Et j'espère que ceux qui vont être alignés demain pourront faire pareil. Et moi, j'espère, j'ai une petite espérance que Mohamed Tidjani pourrait aussi être aligné dans l'axe de la défense demain. Et surtout, ne pas sous-estimer l'adversaire. Je voulais juste ajouter quelques points par rapport aux 2 défenseurs aux latéraux qui ont vraiment fait une très belle prestation, qui ont joué comme des latéraux, mais aussi des avançants, qui ont montré qu'ils ont vraiment des qualités à vendre, des qualités défensives et offensives à vendre. Et ce serait mieux de les reconduire dans ce système, dans ce match-là, pour que nous n'ayons pas au moins des erreurs défensives, parce que vraiment, ils ont fait une très belle entrée au niveau de ce premier match, j'allais dire. Et puisque vous parlez des joueurs, il y a un cas qui m'intéresse ici, c'est le cas Jordel Dossou. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il faut, au vu de la prestation qu'il nous a offerte lors de cette rencontre, est-ce qu'il faut titulariser Jordel Dossou ou carrément titulariser ce jeune Amoussou, Romaric, en lieu et place? Parce que nous avons vu entrer à la 63e minute du jeu, nous avons vu quand même ce que ce jeune a apporté sur le plan offensif, déjà dès son entrée avec cette lourde frappe qui aurait pu finir dans les filets, puis on n'en serait pas là. Est-ce que vous voyez Jordel Dossou titulaire encore pour le match de demain? Au-delà du fait que Jordan ne soit plus aussi compétitif qu'il l'était par notre TGV, comme on l'a dit, notre fameux TGV oui. Qu'il était par le passé, au-delà du fait qu'il ne puisse plus entrer encore dans des rampes de vitesse et parcourir à lui tout seul 70 mètres pour finir par mettre le ballon dans les filets. Jordel reste une personne qui, dans l'équipe, reste très familière avec quasiment tout le monde. Pour une cohésion d'équipe, Jordel fait partie des personnes qui peuvent encore, en cette année 2025 et peut-être 2026, être encore dans cette tanière des Guépards là. Maintenant, quant à savoir, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de garder sur le banc pour être une sorte de joker qui entre et qui puisse garder toute sa fraîcheur et qui donne ce qu'il a à donner, parce que Jordel n'est plus le Jordel des 90 minutes. Non, Jordel n'a plus 90 minutes entièrement dans ses jambes. Je parle en toute franchise. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux titulariser également Rodrigue Amoussou à la place? Romaric Amoussou, bien sûr. Pardon, Romaric Amoussou. Romaric Amoussou, je pensais à Fassino. Oui. Romaric Amoussou à la place. Moi, je dis que si on a une équipe où on a dans un milieu de terrain autant Junior Olaïtan, c'est Sidane Meda que Mohamed, non pas Mohamed, le numéro 8, j'ai oublié son nom. Imran Hassan, qu'on a ces personnes-là au milieu et qu'on y ajoute, j'ai déjà cité Dodo Doku normalement, j'ai déjà cité Dodo, oui. Et qu'on y ajoute également Dodo, qu'on a ce milieu-là, on pourrait se passer entièrement et de Jordel et de Amoussou et les garder comme des jokers qui pourraient venir après en renfort. Sauf si on a une équipe en face à laquelle il est facile de pouvoir mener des contre-attaques.
parce que Jodel reste quand même une personne très efficace quand on doit mener des contre-attaques. Ouais. Donc, je trouve que, ça c'est ma position, hein, ni l'un ni l'autre, c'est ce que je dirais quand on a des choses à faire. Mais Jodel, je vous ai déjà démontré son importance. Oui. Quant à Romaric, à Mossou, c'est bon pour la relève du futur. Je suis heureux que nous ayons des joueurs de cette trempe-là. Et donc, ça va être très bon pour le futur parce que bientôt, je suis en train de compter, je ne dirai pas de nom, mais d'ici la fin de l'année 2026, il y en a 5 qui vont quitter cette dernière des Guépards. Parce que juste, ils seront trop vieux, ils ne seront plus assez efficaces pour continuer. Et la relève est tout à fait là. Oui. À voir déjà ce que nous avons vu pour cette première rencontre jouée par les Guépards. Sur Jodel Dossou, titulaire ou sur le banc, vous auriez préféré? Jodel, tant qu'il est sélectionné par le coach, il doit être titulaire face à Romaric parce qu'à compétence égale, on fait recours à l'expérience. Jodel aujourd'hui a l'expérience de la CAN. Ouais. Et vous avez vu, il n'a pas été mal, ou très mal, ou trop mal dans le jeu contre la RD Congo. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'à positionner Jodel à l'entame du jeu que Romaric, parce que Romaric n'a pas encore cette expérience de la CAN. C'est pour la première fois qu'il est venu et c'est bien pour le coach de le titulariser. C'est vrai qu'il n'a plus les 90 minutes. Mais déjà à 45 minutes, Jodel était un peu vanné, nous l'avons constaté sur le terrain. Et je propose qu'on pourquoi pas donner la chance à Romaric, à Mossou, l'attaquant de la SEM Mimosa, oui. Pour pouvoir faire preuve de ses qualités offensives. C'est mieux parce que voilà, nous avons fait une réflexion de l'équipe nationale. Les jeunes, il y a plein de jeunes qui sont arrivés. Il est temps aussi de donner la chance aux jeunes pour pouvoir nous faire montrer ce qu'ils ont. Parce que vous vous souvenez quand nous avons les 5 absents de la CAN, le problème se posait au niveau des doubleux. Ouais. Aujourd'hui, on a la certitude. C'est incontestable que nous ne pouvons pas dire que Romaric ne veut pas faire le job. Il a fait le job, tout le monde l'a vu et il a fait ça à la CAN. Vraiment, aujourd'hui, Romaric a la place dans les 11 entrants de Kenan Road, à mon avis. Nous allons finir avec ce sujet rapidement, mais avec un exercice plus ou moins difficile auquel j'ai bien le plaisir de vous soumettre ici sur ce plateau. Pour cette rencontre entre le Bénin et le Botswana, un petit pronostic rapidement. Pourquoi pas 3-0 en faveur du Bénin. Du Bénin, d'accord. Je voudrais bien entendre cette précision. Votre pronostic Bénin-Botswana? Je vais être un peu plus réaliste. Je vois un Bénin l'emporter, oui, naturellement, 2-1. 2-1. D'accord. Alors, on passe rapidement pour cette fois-ci au niveau des favoris de cette compétition. Nous avons vu quand même depuis le début de cette compétition, les favoris pressentis ont quand même ont répondu presque tous présents par rapport à leur premier match. Déjà, on commence par le groupe A où nous avons le pays organisateur, 7, oui. Le Maroc, bien sûr, mais qui n'a pas tremblé devant son public, qui a fait ce qu'il faut. Oui, on va dire un minima pour le Maroc, une victoire minime, 2-0 face aux Comores. On aurait pu avoir plus de buts pour le Maroc dans cette rencontre. Mais bon, le vrai test, ce sera le prochain match face au Mali. Mais pour ce que nous avons déjà vu pour le Maroc, il tient bien sa place de favori. Et je pense qu'il peut continuer à compter sur son 12e homme. Vous avez vu comment le public a réagi la dernière fois. Oui. Malgré un penalty qui est raté, il y a eu le soutien qui est resté. Ils sont restés concentrés. Et puis, attention, le Maroc a su une série ils sont déjà à 19 victoires consécutives depuis l'entame de l'année 2025. Face au Mali, ce sera le 20e match. Donc, la quête de la 20e victoire consécutive. Donc, ça pourrait peut-être les motiver. Mais pour ce qui est du favori, pour ce qu'on avait espéré voir du Maroc face aux Comores, j'attendais plus d'éclat que ça. Mais une victoire 2-0, c'était déjà mieux qu'un match nul.
Donc, et puis, il faut aussi avouer que le Comore n'est pas si mal que ça. En plus, en l'occurrence, leur gardien de but, vous avez vu tous les arrêts qu'il a pu faire, le jeune. Donc, le Maroc confirme sa place de leader dans ce groupe. Et puisque tu évoques le cas de Mali, oui, qui joue prochainement face à ce même Maroc-là, vous avez vu Mali qui, quand même, on peut dire, a raté sa première sortie dans ce groupe, n'est-ce pas, face aux Zambie. Je trouve que pour ce match face à la Zambie, je ne dirais pas que le Mali a gagné 1 point. Je dirais que le Mali a perdu 3 points. Moi, je dirais ça. Parce que, en fait, ils ont perdu 3 points. Ils ont perdu le match, en fait. Malgré ce match nul, pour moi, ce Mali-là a perdu ce match-là. C'est vrai qu'il y a des absents dans cette équipe du Mali. En fait, on pense à un leader qui n'est pas là, par exemple, Ibousouma, qui n'est pas là actuellement. C'est vrai qu'il y a tout ça, mais le Mali, c'est quand même le Mali. Ils n'ont encore rien gagné sur un plan continental de façon officielle, on va le dire de cette façon-là. Mais le Mali reste le Mali, ce sont les aigles du Mali. Sur un point de vue footballistique en Afrique, quand on doit citer les grands, on est obligé de les citer parce qu'ils ont forcé qu'on puisse les citer dans les grands. Donc pour moi, ils ont raté leur entrée en compétition. J'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper. Et ça fait les problèmes du Maroc. N'est-ce pas le nom qui vous fait dire ça? Parce que en face, l'équipe de la Zambie, quand même, c'était pas quand même... Mais vous avez observé le match, c'est pas la même Zambie que nous avons connue. C'est pas la Zambie de 2013, c'est pas la Zambie des années auxquelles je suis en train de penser. Certes, mais le noyau de TP Mazembe est toujours là avec ses saraudes. On aborde rapidement le groupe B avec vous, Bertrand, où nous avons quand même l'Afrique du Sud et l'Égypte qui quand même ont quand même fait parler de leur expérience. Bien sûr, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont fait parler de leur expérience, mais de façon très difficile. C'est dans la douleur. Et chose bizarre, sur les mêmes scores, pratiquement on dirait qu'ils se sont entendus. Bien sûr, parce que c'est vrai que vous avez vu, le Maroc a eu la chance de scorer en deuxième partie. Sinon, nous n'attendons pas à cette première partie, cette prestation du Maroc qui avait fait nul face à cette équipe de Comores. Donc c'est ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud et l'Égypte. L'Égypte qui m'a vraiment déçu, qui était vraiment décevante pour la qualité de football. Ce n'est pas l'Égypte qu'on a connue. Parce que jusqu'à la 35e édition, l'Égypte est le tenant du titre en matière celui qui a le plus remporté. 7 étoiles. Finaliste, il est à 7 étoiles. Donc, vraiment, nous n'avons pas vu une Égypte grande. Parmi les favoris, cette prestation ne nous a pas du tout émoussé. C'est la même chose que l'Afrique du Sud. Mais dans ce groupe-là, il y a un danger qui vient. Les deux premiers favoris que nous avons vus aujourd'hui peuvent ne pas sortir du groupe parce que nous avons un Zimbabwe, un Angola qui peut à tout moment changer les données et pourquoi pas remporter leurs 2 derniers matchs, c'est possible. C'est pour essayer, ça va passer déjà par le prochain match qu'ils auront à livrer. Je reste avec vous, j'aborde rapidement le groupe C, le groupe de la Tunisie, du Nigeria, qui quand même en face de la Tanzanie et Ouganda n'ont pas hésité à faire parler de leur expérience aussi. Ils n'ont pas tremblé à remporter leur premier match. La Tunisie, l'ensemble des pays maghrébins, justement, je voudrais mettre l'accent sur ça. Ils n'ont pas fait du tout du détail face à leur adversaire. Et c'est récurrent, c'est ce qu'on vit et chaque fois au niveau de la CAN. Mais cette fois-ci, la Tunisie vraiment a fait une très belle prestation. Et c'est encourageant de voir ces gens de figure. Vraiment, moi, je considère vraiment la Tunisie comme l'un des plus grands favoris de la compétition. Parce que vraiment, ce qu'on a vu, le match qu'ils ont livré est vraiment solide. C'est même mieux. Ils ont vu le collectif. Bien sûr, le collectif au niveau de la défense, au niveau du milieu du terrain et pourquoi pas au niveau de l'attaque. Ils m'ont émerveillé. C'est une équipe qui m'a vraiment séduit par leur fidélité des consignes, par leur football et par leur progression dans le jeu. Vraiment, la Tunisie m'a vraiment satisfait. L'autre équipe qui a été aussi beaucoup plus collective, c'est le Sénégal. J'aborde ainsi le groupe D, le groupe des Guépards. Sénégal qui a quand même montré un beau jeu.
Oui, Sénégal a rassuré en tant que favori, encore qu'ils ont joué avec une intempérie, il pleuvait, le terrain était fortement arrosé, la température n'était pas très bonne, mais ils ont tenu bon jusqu'au final. Et puis, pour ceux qui s'attendaient à ce que ce soit Sadio Mané qui soit en mise en vedette, ça a été plutôt Nicolas Jackson. Et donc, c'est dire qu'au niveau du Sénégal, il faut compter sur tout le monde. Et vous voyez même Ndiaye qui marque à la fin. C'est un remplaçant. C'est quasiment l'un de ses premiers buts avec les Lions de la Teranga. Donc le Sénégal, il faut compter sur eux. Ça fait 3-0. Ça fait pour un premier match. Ça fait derrière qui est resté vierge. Ils n'ont pas encaissé de but du tout. Oui. Ils partent sur une belle lancée. Ils font partie des grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et donc les autres sont prévenus. Quand je pense aux autres, je pense à tous ceux qu'on vient de citer. Oui, il y a l'autre favori au pied d'Agile. Je pourrais nommer la RD Congo qui a quand même... On sait avant le coup d'envoi, on sait quand même, on les a placés quand même à un niveau un peu plus haut que ça, mais c'est-à-dire que ce qu'ils ont produit face au Bénin, c'est pas ça. C'est le Bénin qui les a mis en mal en fait. Sinon, en gros, autant sur le papier que sur le terrain, la République démocratique du Congo, les Léopards, restent une belle équipe. Ils ont des étoiles à leurs actifs, même si ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est une belle équipe, ils jouent très bien. Il y a une belle symbiose de jeu, autant au niveau de la défense que du milieu de terrain et de l'attaque. C'est le Bénin qui les a mis mal en jeu. Donc on pourra pouvoir les revoir à nouveau dès le prochain match. Et puis c'est également une équipe qui encaisse très peu. Vous savez, sur la dernière, les dernières compétitions qu'ils ont eues, notamment concernant le mondial, ils ont encaissé à peine 5 buts pour la phase des éliminatoires du mondial, si je ne me trompe pas. Ça prouve la solidité de leur défense. Exactement, la solidité entière de l'équipe. Et ils tiennent bon et puis ils avancent bien. Donc la RDC, il faudra pouvoir compter sur elle. J'espère que cette petite défaite-là les aurait piqués pour qu'ils puissent mieux réagir. Sinon, ils risquent de pouvoir aller continuer à suivre le fleuve avec leurs voisins. L'autre représentant du Maghreb, je vais nommer l'Algérie, dans le groupe E, a aussi confirmé son statut de favori. Oui. Il y a l'autre, est-ce qu'on va le classer parmi les favoris avec tant de suspense, je voudrais dire, mais ils sont décrochés, ils ont eu les 3 points. Je voudrais nommer bien sûr le Burkina Faso, qui a quand même donné beaucoup plus de crise cardiaque, de frayeur. Voilà. Les étalons, je les classe parmi les grands outsiders. Parce que les favoris, si on cite et qu'on doit en citer, je ne sais pas, 5, 6, 7, je ne citerai pas les étalons parmi les 5, 6 ou 7. J'ai rien contre eux, j'ai rien contre eux. Mais il y a bien de gros morceaux. Oui, il y a bien de plus gros qu'on devrait citer. Donc les étalons se sont fait peur, ils se sont véritablement fait peur. Face à une équipe réduite à 10. Oui. Qui a tenu bon, même qui est resté jusqu'à marquer même, qui aurait pu remporter, pourquoi pas. À 10 contre 11, la Guinée équatoriale qui réussit à marquer en premier et qui tient même le score. Et c'est dans les arrêts de jeu sur des moments de faiblesse. C'est pour ça qu'il est important de rester concentré. On le disait déjà à l'entame de l'émission pour nos guépards. On le dit également pour les équatoriaux guinéens. Il fallait rester concentré jusqu'au bout. En l'espace de 2 minutes, ils encaissent 2 buts sur de petits galops des étalons. Et malheureusement, ça passe à côté. Donc, il faut rester vraiment concentré. Mais les étalons devraient pouvoir, à partir de ce score-là, je veux dire, cette sorte de remontée fantastique-là, pouvoir se remettre en jeu, se remettre en question et mieux aborder le prochain match. Je finirai par les Fennecs d'Algérie avec lesquels vous aviez commencé. Une équipe qui est en refonte, qui est en toute modification, mais qui a bien pu s'en sortir. C'est vrai avec le malgré leader. La résistance du Soudan, des joueurs soudanais qui ont quand même ne sont pas laissés faire dans le jeu. C'est vrai. Des joueurs très rapides qui dans les contre-attaques, c'est parce qu'il manque un peu l'expérience sur le plan offensif. Voilà. Sinon, quand même. Écoutez, vous allez, tu m'excuses beaucoup, dans ce groupe E-là, vous allez, la Guinée équatoriale et le Soudan font partie des chapeaux 3 et 4. Et même le Burkina fait partie du chapeau 2, je pense bien. Vous allez voir, c'est ces petites nations qui vont créer la surprise au niveau des 2 derniers matchs de chaque groupe. Et nous avons vu le cas, si par exemple le Bénin gagnait
où le Bénin faisait un match nul avait fait un match nul contre la RD Congo. Oui. Il y a de la surprise qui nous attend et vraiment le groupe E là nous réserve beaucoup de surprises avec le football là que le Soudan nous a montré. Il y a des pays, des petites nations qui vont vraiment émerger dans cette CAN. À mon avis. Hein. Oui, bien encore sûr. Ils ont évolué à 10 contre 11. Voilà, par la suite. Oui, à un moment donné. Mais bon, il faut, quand vous observez le match, vous vous rendez compte que la plupart des buts qui ont été marqués par l'Algérie, c'est sur des brisures de la défense soudanaise. Vous voyez des passes qui cassent les lignes entièrement et qui permettent à des personnes qui ont l'expérience de la compétition de pouvoir marquer Riyad Mahrez, qui doit se sentir chez lui parce que lui, il est de père tunisien et de mère marocain, de père algérien, pardon, et de mère marocaine. Donc, il se sent beaucoup plus chez lui. Et puis, tous les pays maghrébins doivent se sentir chez eux au Maroc. On est au Maghreb. Et carton plein donc pour les pays maghrébins. Et puis on finit par le dernier groupe, le groupe F, le groupe pressenti être comme celui de la mort. Ou en tout cas pour cette première journée, on a vu un peu les choses se dessiner. Il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On aurait pu placer bien sûr le Gabon, peut-être que dans les deux premiers, mais à l'arrivée c'est le continent de griffe, comme j'ai l'habitude de dire, qui s'est adjugé de cette deuxième place face au Gabon. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je voulais même faire un coucou aux amis du continent qui sont sur le territoire béninois, avec qui j'ai suivi ce match qui m'a vraiment émerveillé. Nous avons vu Pagou qui a monté une équipe camerounaise solide sur le plan défensive et une présence au niveau de l'attaque. Nous avons vu la mayonnaise a pris avec Papagou. Personne ne l'imaginait que la Côte d'Ivoire et le Cameroun allaient jouer comme ça et ils ont montré leur fidélité à leur coach. Ils ont respecté les consignes du coach et du début jusqu'à la fin, avec bien sûr le but de Eta Young qui a montré sa force au niveau de l'attaque. Bien sûr, le Gabon pouvait faire le break en gagnant ce match-là, mais le Cameroun a été meilleur dans tous les secteurs du jeu. Nous n'avons pas vu une attaque vraiment, même avec l'entrée de Aubameyang, nous n'avons pas vu les buts tout feu, tout flamme que Aubameyang marquait, même dans son club. Mais rappelons qu'il est diminué. Oui, il est diminué. Le coach a pris ce risque-là. Oui. Et moi, j'avais sincèrement, du fond de mon cœur, j'avais eu peur que le coach fasse ces deux changements à la 30e minute pour pouvoir scorer ou refaire son attaque parce que les deux qui étaient là n'avaient pas respecté les consignes et ça a ballotté un peu. Nous avons vu que ce match que le Cameroun a joué contre le Gabon fait partie des belles affiches, de l'une des belles affiches de cette CAN que nous avons vue. Mais n'oublions pas surtout la Côte d'Ivoire qui a aussi tiré son épingle du jeu. L'équipe tenante en titre. Hein? Bien sûr, voilà. MS Faye a montré qu'il est là et qu'à tout moment il est prêt pour pouvoir rapporter. Ils ont fait une très belle match et avec des individualités pas possibles. Et ça reste une surprise. Nous allons voir où est-ce que la Côte d'Ivoire... Justement, en guise de conclusion, est-ce que cette équipe de la Côte d'Ivoire a, en tout cas, au vu de sa première prestation, les âmes nécessaires pour quand même préserver son titre ou bien ça peut vaciller à tout moment? Bien sûr, surtout avec l'arrivée de Diomandé, la Côte d'Ivoire, bien sûr, les âmes, c'est l'une des plus belles équipes, que nous avons actuellement sur le continent. C'est vrai qu'ils ont gaffé au niveau des campagnes de qualification, mais avec les figures qu'on a vues dans ce jeu, ils ont les âmes pour pouvoir se défendre. C'est parce que c'est l'équipe championnatique qui dit ça? Ou bien c'est la même lecture que vous aussi vous faites? Non, je dirais que je trouve que... Pour conclure. Hermès, oui, pour conclure. Oui.
Je trouve que Hermès a été intelligent de faire cette restructuration au niveau de l'équipe. Il y a eu des petits changements des personnes qui sont parties, des personnes qui sont arrivées. Ouais. Mais vous vous rendrez compte que les personnes qui sont arrivées, même déjà pour ce premier match-là, ont démontré la raison pour laquelle on leur a fait appel. Il parle de Diomaye. Vous avez également vu Zaha. Zaha, oui. Voilà. Donc, je trouve que les personnes qui sont arrivées avec cette nouvelle équipe de la Côte d'Ivoire, là, ça peut aller. C'est vrai qu'on a eu une première victoire étriquée, mais quand on observe un peu le jeu qui a été produit, on aurait pu avoir plus de buts que cela. Et je finirai en disant que cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 nous a montré beaucoup de promesses. On garde ces promesses-là en cœur, on garde l'espérance également que la deuxième journée va nous montrer également beaucoup d'autres promesses et que nous allons vivre, comme ça a déjà été annoncé, la véritable meilleure CAN que l'Afrique n'ait jamais connue. La belle fête de football, bien sûr. Bien sûr, je prie pour que le match que le Sénégal veut jouer contre la RD Congo puisse remporter pour le Bénin. Ça, c'est quelle prière, ça? Le Bénin puisse respirer. Bien sûr, parce que ce serait plus facile de jouer contre le Sénégal déjà qualifié. Bien sûr. Encore que ces équipes... C'est un match de revanche pour la RD Congo. Oui, encore que ces équipes ne qualifient pas, en tout cas ne se soucient pas de ces qualifications-là, Jean, même si l'équipe est déjà qualifiée et joue le match. J'en veux pour preuve le Nigeria. Oui. Le Nigeria bien qualifié quand même, qui a barré la route au Guépa à plusieurs reprises, on a vu. En tout cas, c'est ma prière. Alors, mesdames et messieurs, après la petite pause, bien sûr, de Noël, la compétition a repris déjà ce vendredi avec les rencontres comme Angola, Zimbabwe, Égypte qui croise Afrique du Sud et puis l'autre rencontre Zambie, Comores. Nous allons suivre tout ça là et puis on revient dans les prochains numéros de notre émission pour décrypter toutes ces rencontres là. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission et puis on vous dit au revoir.